Scrum Life, la première chaîne YouTube française qui parle d'agilité sans détour, sans tabou et avec humour. Tous les lundis, 13 heures, il y a un live. On répond aux questions du public. On vous attend pour le prochain. Comment favoriser le feedback positif et des échanges constructifs entre l'équipe Scrum et les parties prenantes. Alors, que nous dit la description? La manière dont sont vécues les reviews est assez variable. La tendance qui se dégage de nos derniers sprints est un écart de vision de ce qui est important, la valeur, et des feedbacks positifs se faisant de plus en plus absents malgré la qualité croissante des démos et de ce qui est réalisé, très objectivement. Cela impacte négativement l'équipe, et ça a été évoqué en rétro. Comment, en tant que Scrum Master, je peux favoriser des feedbacks des parties prenantes motivants pour l'équipe et éduquer les parties prenantes à évoquer en review des évolutions à valeur ajoutée et non pas des points de détail qui font bondir toute l'équipe, dont le PO. Y a-t-il des jeux ou des approches à expérimenter en review ou en dehors? À noter que les parties prenantes ne sont pas très matures sur l'agilité. Bon, c'est ce dernier point, on s'en doutait. Bon, il y a pas mal de choses à dire là-dessus, ma foi. Alors, et ça fait écho à des expériences que j'ai eues moi-même, hein, donc on en revient déjà, c'est qu'effectivement, à chaque sprint, il faut qu'il y ait de la valeur qui sorte. Hein. Ça, déjà, c'est sûr. Si en plus, on est dans une situation où il n'y a pas de la valeur qui part à chaque sprint, c'est compliqué. Enfin, voilà, on est dans un cercle vicieux. Il faut déjà réussir à s'en extraire hein, pour justement ne plus parler de points de détail, mais parler vraiment de ce qui compte, quoi. Voilà, le côté de les parties prenantes qui arrivent et qui disent non, mais il y a ce petit machin là, etc. En fait, il y a un vrai sujet de fond probablement qui est l'autonomisation de l'équipe en général et du product owner en particulier. C'est probablement une des choses au cœur de la situation. Il faut voir comment est-ce qu'il y a une vraie autonomie qui est donnée des parties prenantes, c'est-à-dire ben, vous êtes là pour développer ce produit, on vous fait confiance et on ne challenge pas vos décisions. Enfin, comment dire? On peut le challenger, mais on les accepte. Hein, on ne les annule pas, etc. C'est le fameux écrit dans le Scrum Guide. Tout le monde respecte les décisions, toute l'organisation respecte les décisions du product owner. Donc ça, j'ai repris mes mots. Bien sûr qu'on peut le challenger. On peut donner notre avis, ça évidemment, et c'est très 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 utile. Mais on n'est pas là pour décider à sa place. On n'est pas là pour passer en loose day derrière et annuler. Moi, ça, j'ai connu ça. Hein, vous imaginez quand notamment il y a une orga un peu bicéphale et assez classique, produit d'un côté, développement de l'autre. Donc le CTO, s'il a envie, il peut plomber l'aspect produit. Hein. Il arrive, il dit aux gens, non mais tu bosses pas là-dessus, ou c'est ça qui doit passer en priorité, un truc qui est même pas sur le backlog. Il peut complètement pourrir le truc. Donc voilà, il y a un petit côté sabotage par derrière en fait. Et donc ça va être déjà un chantier à part entière sur la délégation. Alors, je crois que je l'ai déjà cité pas mal de fois, le delegation poker qu'on retrouve dans Management 3.0. Voilà, c'est comment on construit le sandbox, voilà, le bac à sable où l'équipe peut expérimenter, faire ce qu'elle veut, se planter, apprendre, versus ce qui n'en fait pas partie. Des choses où on considère que c'est trop critique pour que l'équipe ait la main dessus. Et là, par contre, il faut un accord d'une partie prenante. C'est les parties prenantes qui décident. Et pour ces différentes choses, effectivement, il y a tout un ensemble d'intermédiaires possibles hein, entre le je te délègue tout, je vérifie même pas, et le tu me demandes, c'est moi qui décide. Il y a quand même pas mal d'intermédiaires, évidemment, on décide ensemble, je donne mon avis, tu as le droit de l'ignorer, ou alors c'est moi qui décide, mais je t'écoute, et ainsi de suite. On a tous ces différents niveaux. Et voilà, il faut lister les différentes cas de figure ou domaines, ça va dépendre de votre contexte, et pour chacun d'entre eux, dire clairement où est la barre entre partie prenante et product owner ou équipe Scrum, équipe produit. Pour construire encore une fois cette sandbox, cette chose-là, on se dit, voilà, ça c'est nous qui décidons. Et là, ça, ok, c'est pas nous. Et donc c'est vraiment très pertinent
dans les deux sens, hein. Aussi bien pour les parties prenantes, hein, d'être rassurés par rapport à cette autonomie qu'on donne aux équipes, parce qu'on ne leur donne pas toute autonomie, on leur donne juste, on y va petit à petit. C'est aussi extrêmement puissant dans l'autre sens pour l'équipe, qui peut, quand la partie prenante, finalement, elle prend des décisions qu'elle ne devrait pas prendre, l'équipe peut revenir. Attendez, mais on s'était bien mis d'accord là-dessus, c'est nous, non? Donc, ok, t'as un truc à nous dire, on l'a peut-être pas entendu, dis-le nous, ça va être utile, mais on est d'accord, c'est nous qui prenons la décision. En tout cas, c'est ce qu'on avait dit. Ça a changé ou j'étais pas à la réunion? Voilà, bon, on peut plus ou moins jouer au con, mais donc ça marche dans les deux sens pour ça. Voilà, et sachant que donc ça va être vraiment très très puissant pour construire cette autonomie. Ça a aussi cet effet de bord, hein, que les équipes, c'est pas évident en fait forcément de prendre l'autonomie qu'on donne. Donc ça permet aussi de poser un cadre où on sait ce qu'on peut prendre, on sait ce qu'on ne peut pas prendre. Voilà, donc après on a un cadre stable, on peut tous avancer ensemble. Et on peut le faire avancer. Donc par contre, j'ai juste envie de préciser, c'est que là je le présente aussi comme un outil pour amener de l'autonomie et la faire évoluer dans le temps. C'est pas non plus la cible, hein, de déléguer l'intégralité des choses. Il y a aussi des décisions qu'il est pertinent de garder centralisées. Dans l'idée, c'est le moins possible, mais il peut y en avoir toujours, et c'est pas un problème. Voilà, c'est aussi une vision simpliste du monde, hein, de se dire que c'est systématiquement la décentralisation des décisions, la meilleure décision. Enfin, la meilleure manière de faire. Non, la réalité, c'est un mélange des deux. Oui, la plupart du temps, il faut décentraliser au maximum, mais au maximum, ça ne veut pas dire tout jusqu'au dernier niveau. Voilà, donc il y a aussi, ça permet aussi de découvrir ces équilibres et de les faire marcher. Voilà, donc à partir de là, logiquement, en review, on pourrait commencer à échanger très clairement sur qui prend quel type de décision. Et donc, logiquement, des trucs qui ont peu de valeur, qui sont à la marge, ça serait plutôt les décisions qu'on aurait déléguées à l'équipe. Je peux comprendre que sur des trucs super critiques qui remettent en jeu le business, la partie prenante, elle a encore gardé ça dans son giron. Et là, oui, elle arrive et dit, attendez, vous avez pris cette décision, vous êtes sûr? Voilà. Si je caricature, me tuez pas le business, quoi. Mais là, c'est pas ce qu'on dit. Là, on parle plutôt des évolutions qui sont des petits trucs à la marge, etc. Là, logiquement, déjà, on devrait plus y être. On devrait être dans les premières étapes. Et à la limite, si ça arrive, on s'est tous alignés sur le niveau. Donc, ça fait pas mal, entre guillemets. On est tous d'accord sur le niveau de feedback qu'on doit se donner, ou plutôt sur l'ownership qu'on a chacun sur chaque élément. Excusez-moi. Alors, il y a aussi cette idée-là d'être data-driven. Voilà, on se dit, ouais, non, mais si on utilise des vrais chiffres, des vrais KPI, c'est ça qui va parler. Et oui, mais non. En théorie, oui. En pratique, c'est pas parce qu'on a la stat parfaite que magiquement on va vous écouter et qu'on va plus le challenger. C'est triste, hein. On a souvent, on est persuadé de ça. Parce qu'effectivement, on est face à un truc qui est potentiellement aberrant. On voit bien, genre, ah ouais, mais attends, là, on nous demande de changer la couleur d'un bouton, mais ça va rien changer. Ou alors, c'est à la marge, enfin. Et on le mesure. Et là, on est content, on se dit, genre, mais là, on va lui démontrer, quoi, sa feature, elle servait à rien. Et en fait, c'est un peu une vue de l'esprit. Enfin, c'est-à-dire que ça va marcher si on est déjà dans un contexte où, j'ai envie de dire, où les gens, ils s'écoutent, ils se parlent, ils réfléchissent ensemble. Si c'est pas le cas, on a beau sortir des chiffres, ça va pas forcément faire le déclic. Voire ça pourrait presque faire empirer les choses. Parce qu'admettons, vous gagnez, vous avez votre rapport et vous démontrez à la partie prenante qu'elle a eu tort et que vous avez eu raison. So what? Vous croyez qu'il le prend comment, le mec? Ça peut même faire empirer les choses parce que si lui, il a plutôt un problème de garder le pouvoir sur ce qui se passe, qu'on lui démontre qu'il a eu tort, il n'est pas dit que ça va l'amener à faire une réflexion sur lui-même pour lâcher prise.
ça va peut-être au contraire l'emmener encore plus loin dans une envie de guéguerre et vouloir décapiter le PO, si je caricature. Donc, on pense tous à ça, on pense tous que d'être data-driven, c'est bon, ça va rouler tout seul. Mais alors, c'est pas si facile, ça s'improvise pas. Et de deux, bah en fait, ça résout pas le vrai problème. Le vrai problème, il est qu'on n'est pas dans un environnement sain. Donc voilà. Donc ça, c'est une illusion qu'on a souvent, que de sortir le chiffre parfait, ça va rouler. Mais attention quand même. Donc on peut aussi faire effectivement, justement, travailler sur les relations qu'ont les personnes entre elles dans l'équipe, mais surtout avec les parties prenantes. Parce que là, je suis en train de tirer le trait sur tout ce qui est sûreté psychologique, etc. Donc là, ça fait partie des choses. Est-ce que vraiment les gens sont à l'aise de se dire, et de se les dire vraiment, parce qu'en fait, ça marche dans les deux sens. Quand la partie prenante, elle vous dit un truc un peu chelou, est-ce que l'équipe, elle est à l'aise de lui répondre, de lui pointer du doigt? Non mais attends, nous on a pensé à ça, il y a eu ça, etc. Et comment lui le prend en retour? Donc on en revient toujours sur, est-ce qu'on est bien dans l'environnement où on peut tous se parler sereinement des choses importantes? Et si c'est pas le cas, bah, il est là le vrai problème. Et donc peut-être travailler sur cette sûreté psychologique. Il y a des ateliers là-dessus pour la mesurer, pour essayer de l'améliorer. Alors c'est toujours un peu relou parce que du coup on passe par l'anonymat si les gens sont pas à l'aise de tout se dire. Justement pour le mettre dans un cadre où ils pourront se dire les choses. Voilà. Mais c'est un travail de longue haleine. Et puis sur le côté, le fait que le feedback positif, il est de plus en plus rare, alors que a priori, les choses s'améliorent, en tout cas d'un point de vue de la qualité, etc. C'est quoi l'impact sur le business? C'est facile d'oublier ça. Ça devient le nouveau standard. Et en vrai, ça aurait dû être le standard depuis le jour 1. Hein. Depuis le jour 1, on aurait dû faire les choses nickel. Donc, c'est presque normal qu'on l'oublie. Donc, dans un monde idéal, c'est pas grave si on ne le dit pas, parce que c'est juste normal, mais il y a d'autres choses. Et ça va être bien les KPI business qui vont compter. C'est regardez, on a mis ça en place, maintenant c'est génial ce qu'on arrive à faire. Donc, c'est normal qu'un stakeholder, une partie prenante, il se focalise sur les KPI business. Et si vous ne lui montrez pas un KPI business qui s'améliore, ben il est un peu en mode ok c'est cool mais voilà. Donc ça c'est normal. Et au début on lui dit c'est un chantier, on a fait ça, c'est génial, c'est mieux. Au bout d'un moment, lui ce qui lui compte c'est les euros qui rentrent si je caricature un peu. Donc c'est normal. Par contre il faut bien que ce soit le cas. Il faut bien que d'un point de vue business ça s'améliore. La qualité qu'on a fait c'est génial et tout, mais est-ce que ça sert le business? Moi je suis persuadé que oui, mais à un moment il faut le prouver aussi. Il faut montrer que globalement, ça s'améliore et ça s'améliore pas juste notre taux de couverture par la test unitaire qui s'augmente. Ça, c'est pas une bonne métrique. Il faut vraiment la métrique sur business. Le business s'améliore. Donc on revient aussi sur tout ce qui est les impacts sur le business, etc. Il y a certainement aussi pas mal d'idées reçues ou d'implicites, enfin, sur le fait que globalement les gens ils doivent produire et que s'améliorer ça veut dire produire plus. Alors qu'en fait non, souvent s'améliorer, c'est pas produire plus, c'est produire mieux, produire plus de valeur. Donc il faut réussir à l'amener et à emmener, etc. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez cette vidéo à d'autres personnes à qui elle pourrait être utile, et écrivez-nous dans les commentaires pourquoi vous appréciez cette vidéo. Et si vous ne l'avez pas appréciée, écrivez-nous également comment on pourrait l'améliorer. A bientôt pour un prochain live, tous les lundis 13 h.